Le Figaro Histoire, le réveil de l'islamisme. Depuis la révolution iranienne, le projet islamiste a fait un retour en force sur la scène internationale. Le Figaro Histoire consacre un dossier spécial aux étapes de ce réveil, dont les implications, à travers le Hamas ou l'État islamique, façonnent largement notre monde contemporain. Le Figaro Histoire, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Jean Grenier, l'ancien professeur de Camus, lit quelques extraits du nouveau livre de son ancien élève. Le titre : L'homme révolté. Albert Camus y renverse tous les totems de la gauche et s'attaque au communisme, ce mensonge. Pour Camus, ce livre sera un tournant, le point de départ d'un nouvel humanisme. Quand Jean Grenier termine la lecture du livre, il s'adresse à Albert Camus et lui dit « Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. » Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on vous appelle ? Albert Camus. Albert Camus, prix Nobel de littérature. L'artiste, le moraliste, le philosophe. Et ils ont frappé. Les sanglots longs. L'art et la révolte ne mourront qu'avec le dernier homme. Troublé en Algérie. Je vous ai compris. Et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant. Quand il est là, même quand il n'est pas là, le monde est peuplé. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré à Albert Camus. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. Dans ce troisième et dernier épisode, nous suivrons en novembre 1951 la publication de L'homme révolté, un essai qui excommunie Albert Camus de la gauche intellectuelle parisienne. Nous l'accompagnerons aussi en Algérie, ébranlé après la Toussaint Rouge, puis en Suède, pour recevoir le prix Nobel de littérature qui lui a été attribué en 1957, avant l'accident mortel dont il sera victime le 4 janvier 1960. « 1951, l'homme révolté. » L'homme révolté est publié le 2 novembre 1951, 2 ans après la pièce de théâtre Les Justes. En 6 mois, plus de 60 000 exemplaires sont vendus. C'est un succès en librairie, notamment chez les intellectuels de droite, ceux qui irritent ceux de gauche. La révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain... Albert Camus à propos de la révolte, dans un entretien avec Jean Mogin. C'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ces passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. Camus attendait cette critique avec impatience, car la revue est dirigée par Jean-Paul Sartre. Mais ce n'est pas lui qui écrit l'article, c'est un de ses porte-flingues, le philosophe Francis Janson. Résultat, 20 pages violentes qui dénoncent l'humanisme mou de Camus, sa morale de Croix-Rouge. Albert Camus s'en prend à Robespierre ou Saint-Just, écrit que la mort de Louis XVI est un répugnant scandale et piétine les idéaux de la Révolution française. C'est impardonnable.
Camus rejette aussi toutes les révolutions car elles mènent au meurtre, et car pour lui, rien ne légitime un crime. Albert Camus devient l'homme à abattre. Camus tombe des nues et répond en 16 pages très sarcastiques. Il ne s'adresse pas à l'auteur de la critique, Francis Janson, mais directement au directeur de la revue, Jean-Paul Sartre. Et en guise de conclusion, il écrit être fatigué de recevoir des leçons de la part des censeurs qui n'ont jamais placé que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Ni une ni deux, Jean-Paul Sartre prépare sa réponse. 19 pages au vitriol. Il ne peut pas laisser passer cette offense. Il écrit « Mon cher Camus, notre amitié n'était pas facile, mais je la regretterai. » Sartre adore se battre avec des mots. Là, il s'en donne à cœur joie. Il compare Camus à Saint Vincent de Paul, une petite sœur des pauvres, et conteste sa compétence philosophique. Sartre ne concède qu'une seule chose à Camus, son style. C'est un coup fatal pour Camus. Il pense à confronter Sartre, puis finit par renoncer et fuir Saint-Germain-des-Prés. Pour Jean-Paul Sartre, tout anticommuniste est un chien. Pour Albert Camus, le communisme comme le fascisme est une peste. On parle souvent de la polémique, comme si c'était une légende d'ailleurs. Mohamed Assaoui, journaliste au Figaro littéraire, spécialiste d'Albert Camus. Entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Elle a existé, elle a été intense et intéressante, intellectuellement intéressante, mais n'oublions pas d'abord que entre Sartre, Camus et Simone de Beauvoir, c'était d'abord une très belle histoire d'amitié. Rappelons que Sartre a écrit la meilleure critique littéraire de l'étranger. Une vingtaine de pages sensationnelles qui expliquent à la fois la profondeur de l'œuvre, 120 pages, d'apparence simple, utilisation du passé composé, sujet, verbe, complément, phrases presque sèches, etc. Et puis un chef-d'œuvre, un roman mythique qui est devenu L'étranger. Donc cette amitié était très forte. Et puis, il utilise une formule assez violente où il dit qu'il en a marre de ces intellectuels qui n'ont fait que mettre leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Et là, Sartre se sent visé, il envoie ses porte-flingues, ils détruisent l'homme révolté. C'est là aussi qu'advient la fameuse idée que Camus n'est qu'un philosophe pour classe de terminale, même si le l'essai paraît après la mort de Camus. On descend en flèche Camus, là c'est tout le réseau Sartre qui était d'une puissance inimaginable. Hein. Vraiment, il faisait la pluie, le beau temps. Ça va jusqu'au mépris et au mépris social. On rappelle même l'enfance pauvre de Camus. Certains des amis de Sartre, quelqu'un dit quand on voit arriver Camus, on voit que c'est un voyou des faubourgs, etc. En gros, parce qu'il s'habille bien, donc c'est un ancien pauvre, etc. C'est du mépris social venant d'une partie qui est normalement située idéologiquement à gauche, qui devrait s'enorgueillir de voir un petit enfant pauvre de Bellecour devenir un grand écrivain. Et là, c'est peut-être la période où Albert Camus est le plus atteint moralement. Il n'a plus envie d'écrire. Il n'y a que le théâtre qui le sauve. 1954. Djebel Amour. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, une dizaine d'attentats ont lieu en Algérie. 10 personnes sont tuées. Parmi ces morts, un instituteur. Quand il l'apprend, Albert Camus pense à Louis Germain, son maître d'école, puis à sa mère, à son oncle Étienne et à son frère Lucien. En métropole, les réactions sont vives. Pierre Mendès France, le président du Conseil, affirme « Nos départements d'Algérie font partie intégrante de la République ». Et le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, surenchérit « L'Algérie, c'est la France ». Un nouveau gouverneur général est nommé à Alger, Jacques Soustelle. Il lance une série de réformes sur le territoire et augmente les effectifs militaires. Mais que s'est-il passé durant cette nuit d'octobre 1954 ?
Ces attentats ont été orchestrés par l'Organisation spéciale de l'Armée de libération nationale, une organisation gérée par le Front de libération nationale, le FLN. Le FLN compte 1 millier de membres. Son bras armé, l'ALN, l'Armée de libération nationale, environ 800 combattants. C'est donc une minorité qui utilise la violence pour attirer l'attention sur ses revendications et rallier les indigènes à sa cause, la création d'un État algérien souverain, démocratique et social. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des 3 soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tifelfel, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi, dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes, mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. Camus suit ces événements depuis Paris. Sa femme Francine ne va pas bien. Elle enchaîne les dépressions, les cliniques et les maisons de repos. Camus ne va pas si bien non plus. Les opérations de maintien de l'ordre chez lui en Algérie tournent à l'intervention militaire. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Les milieux intellectuels parisiens commencent aussi à s'agiter. Certains, comme les Gallimards, soutiennent les insurgés et l'indépendance de l'Algérie, quand d'autres s'opposent surtout à la militarisation du conflit. Les 2 clans espèrent le soutien de Camus, mais lui refusent. Il soutient les Pieds Noirs, ce peuple qui n'a rien à voir avec ceux qu'on appelle avec mépris les colons. Il défend leur droit de vivre sur une terre qui est aussi la leur. Quand il décide de prendre la parole sur ce sujet, L'Express, le nouvel hebdomadaire de Jean-Jacques Servan-Schreiber, lui offre une tribune. Il y écrit toutes les semaines et plaide pour une association entre Arabes, Kabyles et Européens. Mais les attentats en Algérie se multiplient et Camus décide d'y aller. Il espère obtenir une trêve, mais c'est un échec. Comme en métropole, il se retrouve au milieu de positions radicalement opposées. Et on l'accuse de trahir la cause de l'Algérie française. Lui étant algérien, sa position technique, si j'ose dire, il était pour une administration qui pouvait reconnaître les indigènes. Mais très vite, sa situation était intenable. Ça ne pouvait pas tenir parce que les indépendantistes considéraient qu'il ne veut pas l'indépendance et les tenants de l'Algérie française disaient qu'il veut abandonner l'Algérie. Donc il l'a dit, s'il parle, il est visé et quand il ne disait rien, on le visait aussi. Au point où lui, qui avait lancé un appel à la trêve civile, quand même assez extraordinaire, ça s'appelait déjà à l'époque « Appel à la trêve civile », lors d'une conférence où il y avait beaucoup de monde, mais déjà des gens criaient « à mort Camus ». Donc il parlait, il se faisait massacrer au moins moralement, il ne parlait pas, on lui reprochait de ne pas parler. De retour à Paris, Albert Camus démissionne de l'Express, qui soutient l'indépendance. Si l'Algérie devenait indépendante, que deviendrait sa famille là-bas? Sa mère, son oncle, son frère. Pourquoi devraient-ils s'exiler? En quoi ont-ils mérité d'être bannis? 1957, tableau d'honneur. « 10 décembre 1957. Albert Camus monte à la tribune de la salle des concerts de Stockholm. Il s'apprête à recevoir un prix, le plus prestigieux de la littérature, le prix Nobel. Camus est sur un petit nuage. Il a même failli éclater en sanglots comme un enfant quand il a vu sa mère à la télé, interviewée par des journalistes à Alger. Francine l'a accompagné en Suède. Elle est dans la salle, assise avec les Gallimards. Elle porte une étole en vison blanc. La presse suédoise l'appelle la ravissante Madame Camus. Albert trouve qu'elle a bien mérité cette heure de gloire après tant de peines, tant de chagrins enfouis. Une fois le prix remis, Camus est convié à un banquet, puis à un bal, et enfin les discours.
Sire, Madame, Altesse royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur à l'heure où en Europe d'autres écrivains, et parmi les plus grands, sont réduits au silence, et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant? Après son discours, Camus répond aux interviews et donne 2 conférences devant des étudiants. Lors de la première, un jeune Algérien l'interpelle. Il l'accuse de signer beaucoup de pétitions pour les pays de l'Est en proie au communisme, mais aucune pour l'Algérie. Calmement, Camus explique pourquoi il condamne le terrorisme en Algérie, où les attentats sont devenus quasi quotidiens. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. De retour à Paris, 5 jours plus tard, il découvre que sa dernière phrase, « Si c'est cela la justice, je préfère ma mère », fait la une de tous les journaux. Camus hésite à répondre, histoire de s'expliquer, puis se rétracte. Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. En fait, c'était une opposition au terrorisme de toutes parts et au nihilisme. Ce nihilisme qui dit non à l'homme peut justifier la mort des hommes. Et c'est pour ça la fameuse phrase entre la justice et ma mère. Si la justice consiste à tuer des gens, et notamment des civils, je dis non parce que ma mère peut être parmi ces civils-là. Donc c'était une situation complexe, intenable pour schématiser. Ce moment de sa vie, je pense que c'est un moment où il a au moins symboliquement tué. Quel que soit le choix qu'il prenait, ça ne tenait pas. C'est-à-dire que c'était un Algérien, il voulait rester en Algérie. C'était un Français, il ne pouvait pas rester en Algérie, dans une Algérie indépendante. Et il s'est toujours senti très algérien. Et quand il voyait un Algérien, il disait c'est un visage ami. Et ce visage ami, il ne pouvait plus le vivre. Et je me demande si c'est pas quelque chose qu'il a au moins symboliquement arraché beaucoup, voire fait énormément de mal. Camus est épuisé et vit en état de semi-asphyxie avec des malaises et des bouffées violentes de panique. En France, De Gaulle est désormais au pouvoir. En juin 1958, il se rend à Alger et prononce son célèbre discours. Je vous ai compris! Camus espère encore que tout se passera bien, pour sa mère, son oncle, son frère. Au début de l'été 58, il part en Grèce sur un yacht avec Michel Gallimard. Maria Cazares les rejoint. Mais à Paris, ces vacances font scandale. Comment Albert Camus ose-t-il faire une croisière alors que l'Algérie est au bord du gouffre ? 1960. Un linceul de ferraille. Plus le temps passe, plus Camus renonce aux polémiques, au journalisme, à l'écume des jours.
Il ne fréquente plus le petit monde parisien, ce pot d'araignée, comme disait Balzac. Sa principale occupation est maintenant le théâtre. Après avoir monté Les Possédés de Dostoïevski, il espère obtenir une salle et des subventions pour mettre en scène les classiques, mais aussi des dramaturges modernes. Avec Francine, ils ont trouvé un mode de vie qui leur convient à tous les deux. Ils passent leurs vacances ensemble avec les jumeaux Catherine et Jean. Albert surveille leurs résultats scolaires. Les enfants sont en 3e. Ils sont bons à l'école, mais l'orthographe n'est pas leur fort. Si seulement ils avaient un instituteur comme celui de Camus, Monsieur Germain. C'est lui qui avait convaincu sa grand-mère de laisser Camus poursuivre ses études. Il lui doit tout. Albert Camus doit tout à Monsieur Germain. En novembre 1959, Camus se retire à Lourmarin, dans le Luberon. Grâce à l'argent du prix Nobel de littérature, il a pu s'acheter une ancienne magnanerie, là où l'on élevait des vers à soie. Il l'a acheté en septembre 58. Catherine Camus en 2013, au micro de TF1. Il retrouvait sans doute une simplicité qu'il n'y a pas à Paris. Et pas dans le milieu intellectuel parisien. Je pense qu'il était mieux ici. Désormais, c'est à Lourmarin qu'il écrit. Il veut profiter de l'automne pour finir le premier jet de son nouveau livre, Le Premier Homme. Un roman largement autobiographique. Il veut le dédier à sa mère, qui ne pourra jamais le lire. Et aussi à son père, qu'il n'a jamais connu, mort pour la France. Il s'est rendu sur sa tombe à Saint-Brieuc. Son père est mort à 28 ans. Camus en a 46. À Lourmarin, les jours se suivent et se ressemblent. Tous les matins, Camus fait une longue promenade, puis il se met à écrire. Il envoie aussi des lettres à ses femmes, les femmes de sa vie. Francine, la mère de ses enfants, Maria, sa sublime, puis il y a aussi Catherine, sa tendre, Amy, son petit soleil. À 46 ans, Camus est encore et toujours entre 2 fièvres, 2 crises d'asphyxie. Il essaye d'arrêter de fumer, mais il n'y arrive pas. Fumer, c'est comme aimer. Il ne peut pas et ne veut pas s'en passer. Pour les fêtes de Noël, Francine débarque à Lourmarin avec les jumeaux en décembre 59. Les Gallimard, Janine, Michel et leur fille Anne les rejoignent. Madame Ginoux, la gouvernante, s'occupe des repas et prépare les plats préférés de Camus. Un bœuf gros sel, des tomates farcies, une tourte au poivron. Et pour le réveillon, 13 desserts selon la tradition provençale, avec plein de fruits. Albert en raffole. La famille et les Gallimard déjeunent ensemble, rient. Camus ébouriffe les jumeaux, sourit à Francine. Il se sent heureux avec eux. Le 2 janvier 1960, Francine rentre à Paris avec les enfants. Le lendemain, Camus repart aussi en voiture avec les Gallimard. Il ne compte pas rester longtemps à Paris. Une petite semaine et il retournera à Lourmarin. C'est Michel Gallimard qui conduit. Camus est sur le siège passager. Derrière, Janine et Anne Gallimard. Ils remontent la Nationale 7 jusqu'à Orange. Ils déjeunent là-bas, puis poussent jusqu'à l'auberge du Chapon-Fin, près de Mâcon, pour y passer la nuit. Au réveil, ils reprennent la route, remontent jusqu'à Sens, puis roulent sur la Nationale 5, entre Champigny-sur-Yonne et Villeneuve-la-Guyard. La route est belle, bordée de platanes.
À 13h55, le 4 janvier 1960, la voiture des Gallimard fait une embardée et s'encastre dans un arbre. Janine et Anne sont indemnes. Michel grièvement blessé. Camus, l'étranger est mort sur le coup. Lourmarin, petit village de Provence posé au milieu des oliviers, a fait aujourd'hui de touchantes obsèques à Albert Camus, prix Nobel de littérature. C'est dans ce petit village entre deux fontaines à l'ombre du vieux clocher que Albert Camus avait découvert sa maison, son refuge comme il l'appelait. Et ce matin, tout le village s'est joint au cortège des parents, des amis. Entre Lucien Camus, frère du disparu, et Gaston Gallimard, Madame Albert Camus. Merci d'avoir écouté ce dernier volet des sagas du Figaro Histoire consacré à Albert Camus. Cet épisode a été adapté pour l'audio par Salomé Boulet, d'après le texte d'Irina de Chikov pour le Figaro hors-série, avec la participation de Mohamed Assaoui. Il a été réalisé par Astrid Landon. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série Camus est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.